Confrontée à plus de 30 ans de guerre, la RDC est aujourd'hui en passe de trouver la solution idéale puisque les armes continuent de crépiter dans la partie orientale. Des solutions sont proposées, elles sont nombreuses, soit des dialogues entre États, dialogues au niveau interne ou encore la voie militaire. Mesdames et messieurs, par-delà tout ça, le pays a signé un accord depuis le 27 juin dernier. Cet accord a été finalement entériné par les trois chefs d'État, à savoir Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Donald Trump Jr. Messieurs, dames, on va essayer de scruter particulièrement l'accord de paix parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Eh bien, en deuxième lieu, nous parlerons de l'année 2025. Comment s'est-elle déroulée? Quelles ont été les failles? Quelles ont été les forces de la gouvernance, de la classe qui nous gouverne aujourd'hui? Comment s'est-elle comportée? Merci d'être encore une fois avec nous dans Entre les lignes. Aujourd'hui, nous sommes en face de Maître Georges Mbaou. Maître Georges Mbaou, il est avocat au barreau du Haut-Katanga et analyste politique indépendant. Maître Mbaou, comment allez-vous? Bien, merci, cher Dan. Merci de l'opportunité, surtout de cette grâce que vous ne cessez de m'offrir à chaque fois qu'il y a des questions brûlantes qui concernent, n'est-ce pas, la République. Vous me faites part et nous répondons toujours présents pour être là et pour parler République parce qu'il s'agit de cette République qui est notre mère partie, qui est pratiquement notre dénominateur commun. Et voilà pourquoi nous avons cette obligation de toujours être là pour nous informer et puis former les uns les autres. Voilà. Merci bien, Maître Mbaou, de répondre également à notre invitation. Maître Mbaou, d'entrée des jeux, nous parlons de cet accord de Washington. Dites-nous, quels sont les points forts de cet accord, tel que vous l'avez lu, et par la suite, nous verrons avec vous quels sont les points faibles de cet accord. Bon, il faut d'entrée des jeux noter que l'idéal qui a concouru, n'est-ce pas, que ce soit la RDC ou le Rwanda, mais aussi les partenaires internationaux qui ont joué la médiation pour qu'on puisse parvenir à la signature de cet accord, c'est que on voudrait que les États pour leur développement, d'ailleurs vous avez eu l'occasion de le dire dans votre mot introductif, qu'on ne peut parler du développement que lorsqu'il y a la paix. Donc c'est la paix qui amène le développement, qui amène le changement, la paix qui favorise même le vivre ensemble, le vivre dans la communauté. Eh bien, c'est lorsque j'ai scruté entre les lignes cet accord, je peux relever que tout a gravité autour de la paix. C'est ça même le point fort. Mais malheureusement, c'est à côté de cela, il y a bien entendu les failles. Donc tout tourne autour de la paix qui favorise le développement, la paix qui favorise, n'est-ce pas, l'épanouissement, la paix qui favorise à ce que même sur le plan diplomatique que les partis, soit les États, soient respectés. Lorsqu'on parle qu'il y a la paix, il y a le développement, il y a la démocratie qui est vivante. Et donc, tous ces aspects vitaux d'un État, d'une nation, ne peuvent être considérés que si nous sommes dans un État où les armes ne font pas le bruit. Donc, il y a le calme. Et bien évidemment, parce qu'on a parlé de la paix, on parle du cessez-le-feu. Ici, le feu, parce que justement, on a constaté que, vous l'avez dit, dans la partie orientale de notre pays, c'est depuis des décennies, c'est des morts, on en compte par millions. Depuis que la guerre a été déclarée, on en compte autant. Et vous allez vous rendre compte que, dans le cas qui est le nôtre, la République démocratique du Congo,
on ne peut pas envisager un quelconque développement si un pan de la République est en proie. Et vous allez comprendre que tous les efforts que le gouvernement, par exemple, est en train de fournir vont dans cette direction-là pour amener la paix. Si bien que cette paix est encore précaire. Et là, on aura peut-être le temps d'en parler. Vous allez comprendre que c'est toute une coalition. Entre dialoguer avec les fils du pays, les Congolais, et dialoguer avec Kagame, qu'est-ce qui est plus important? Non, c'est ce qui est dans cette démarche de la recherche de la paix qui a été entreprise par le chef de l'État. Il faut noter que depuis plusieurs années, nous avons eu à faire le semblant de dialogue. Le semblant de dialogue, il vous souviendra que lorsque les groupes armés, notamment le M23, lorsqu'il avait fait surface, et je crois en 2013, quelque chose comme ça, on a semblé dire qu'il fallait dialoguer avec ces groupes armés, et au finish, qu'est-ce qu'il y a eu? Mixage. Et du coup, le problème n'a pas été résolu. Parce que le même groupe armé a refait surface. Ce qui veut dire que ce dialogue avec ces groupes armés n'a pas trouvé son sens. Maintenant, dans la démarche de l'actuel chef d'État, c'est quoi? C'est de prendre le problème dans sa source et trouver une thérapie des chocs. C'est justement ça ce qui était en train d'être fait. Dialoguer avec les frères à l'interne, c'est-à-dire que c'est de la culture africaine. Lorsqu'il y a des problèmes, on peut dialoguer. Mais c'est le format peut-être que ce dialogue peut prendre qui peut poser problème. Alors, parce que j'aimerais d'abord rentrer dans la source ou dans l'origine même de ces conflits. Il faut pas concevoir la face, tout le monde le dit, la communauté internationale l'a dit aussi. Il s'agit nous sommes victimes de notre richesse, en fait. Donc, le pays voisin, en l'occurrence le Rwanda, convoite nos minerais. Parce qu'il faut noter que dans les sous-sols du Rwanda, il n'y a pas ces richesses-là que regorge le sous-sol congolais. C'est tout ça le problème. Il va sans dire que beaucoup d'organismes internationaux, à l'époque, ils ont dit que c'était un pays, le Rwanda, il est premier producteur de coltan. Mais lorsque vous arrivez, vous interrogez les sous-sols rwandais, il n'a pas ces minéraux-là. Mais par quelle magie ce Rwanda devient-il le premier pays producteur de ces minéraux qui ne sont pas chez lui, malheureusement. Donc c'est ça le nœud du problème, c'est ce qui justifie toutes ces guerres. Mais malgré l'accord de Washington, le Rwanda continue d'avancer. Le Rwanda a finalement occupé quelques villages. C'est justement ça le point. C'est justement ça le point faible de cet accord. Oui. L'accord, lorsque vous lisez, c'est bien écrit. Oui. Mais ça souffre de son applicabilité. Pourquoi l'application fait justement défaut? Parce que le Rwanda, il joue le tout pour sa survie. Et du coup, il s'agit bel et bien du chantage. Qu'en est-il du mécanisme conjoint de vérification? Oui, mais le respect des engagements. C'est justement ça. Respect d'engagement ou des engagements. Il y a un mécanisme qui a été défini dans l'accord. Et ce mécanisme est défini bien et bien. Alors, mais pourquoi c'est quelle partie qui ne respecte pas ses engagements? Parce que il vous souviendra que pendant que le chef d'État était en train d'entériner, l'un de vos confrères, une journaliste, a posé la question au président Trump pour lui dire que aussitôt que vous êtes en train d'entériner l'accord, les balles sont en train de crépiter. Et les rapports convergent. Quel est l'État qui ne respecte pas? C'est le Rwanda qui ne respecte pas. Alors que nous étions, pendant ce temps-là, ils ont occupé Goma, ils ont occupé quelques territoires. Mais pourquoi le Rwanda n'est pas sanctionné? Et du coup, ils sont entrés. C'est aussi ça la question.
Je sais que qu'est-ce qui empêche lors de qu'on sanctionne le Rwanda? la tenue du Conseil de sécurité des Nations Unies la semaine passée, Oui. et notre ministre des Affaires étrangères a sollicité, bien entendu, avec les autres pays membres, ils ont souhaité que le Rwanda finalement soit sanctionné, et je parie que d'ici, le Rwanda va être sanctionné. Pourquoi? Pour défaut de nos respect de ces textes qui nous engagent. Est-ce que dans l'accord de Washington, le Rwanda est clairement condamné comme étant pays agresseur? Mais dans la résolution 2773, 2773, il a été dit clairement que c'est le Rwanda qui nous agresse. Et tous les pays, même les pays qui hésitaient, ils ont fini par conclure effectivement dans le sens de cette résolution. Mais la même résolution dit que le gouvernement congolais est en train de collaborer avec les FDLR. La même résolution. Non, en fait, ça quelle est la part de vérité de non, cette... Est-ce que cette résolution... Voilà encore une autre faille, à mon niveau, selon ma lecture. Oui. Parce que les FDLR ne sont pas sur le territoire congolais. C'est aussi un prétexte, en fait. C'est un prétexte que nous avons consigné. C'est aussi un prétexte. Mais quand cela ne tienne, la RDC a dit, OK, il y a ça, mais nous devons respecter l'intégrité du territoire. Nous allons nous engager, si il y a ces FDLR, nous allons nous engager à les neutraliser. Pourquoi avoir signé à Washington la neutralisation des FDLR, alors que ces fameux FDLR ne sont pas sur le terrain? On ne connaît même pas. On ne sait pas les localiser. Ils sont au nombre de combien? Mais on prend l'engagement de neutraliser les FDLR. Pourquoi? Vous savez, lorsque l'FDLR a été pris comme prétexte par le Rwanda, il fallait, à mon avis, accepter d'abord qu'ils sont là pour voir si le Rwanda serait de bonne foi. Parce accepter... que, s'il vous plaît, je vais construire d'abord mon argumentaire. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, de tout ce temps, le Rwanda s'est victimisé toujours. Et de tout ce temps, dans beaucoup de salons diplomatiques, le Rwanda a fait passer son message comme étant victime. Et toutes les fois, il s'est toujours présenté comme étant un peuple minoritaire. Et ces arguments fallacieux, malheureusement, ont retenu l'attention de beaucoup de décideurs du monde. Et du coup, la RDC, ayant compris le jeu du Rwanda, il ne pouvait qu'aussi, je suis en train de réfléchir sans prendre la place du gouvernement. Parce que l'autre fois, je vous avais dit que le gouvernement est l'émanation de notre Parlement. Et le Parlement est l'émanation de nous, peuples congolais. C'est-à-dire que nous faisons confiance à ce peuple-là qui nous a mis en place ce gouvernement. Lorsqu'il va faire, parce qu'on ne prendra pas tout le peuple congolais pour aller négocier, pour aller faire quoi que ce soit. On fait confiance à nos institutions. Pour autant que ce qu'ils fassent, ou ce qu'ils font, rentre dans ce que le peuple peut trouver comme intérêt. Eh bien, on peut avoir accepté alors qu'en réalité, parce que imaginez-vous, je vous ai dit que le contexte dans lequel nous avons été, le Rwanda se faisait passer comme étant victime, comme toujours un peuple qui a été marginalisé, et du coup, son discours a été beaucoup plus consommé au détriment de celui de la RDC. Alors, parce que nous sommes dans la recherche de la paix, il fallait accepter qu'on dise qu'ils sont là, mais en réalité, ils ne sont pas là. Parce que si c'était ça, ce qui pouvait être un point de blocage à la signature de cet accord, la RDC a dit, OK, nous acceptons qu'ils sont là, nous allons les traquer ensemble, pourvu que l'intégrité territoriale, parce que lorsqu'on parle de l'intégrité dans cet accord, il ne s'agit pas seulement de l'intégrité de la République démocratique du Congo, c'est l'intégrité aussi de la République du Rwanda. Tout cela en faisant allusion, n'est-ce pas, au FDLR qui s'aimerait, entre guillemets, l'instabilité des institutions au Rwanda. Mais du coup, lorsqu'on regarde, alors que nous avons accepté de bonne foi, parce que, écoutez, l'accord tel que ça a été signé, on suppose que ça a été signé de bonne foi. On suppose, lorsque vous apposez votre signature, on supposait que c'était de bonne foi que Kagame a apposé la signature. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ce qui justifie le fait que la RDC
était justement ou foncièrement engagé à trouver la paix et la paix durable. Pour revenir à ce que je venais de dire ou ce que j'ai dit précédemment, c'est que nous sommes dans un processus de trouver une paix durable, pas une paix factice. Dans combien de temps? Oui, il s'agit d'une paix. Même vous, lorsque vous êtes malade de plusieurs années, vous n'en guérissez pas en un jour. Hein. On vous administre le traitement et ça va petit à petit. Donc, c'est pas et ce qui est sûr, oui. Ce qui est sûr, c'est qu'on est déjà au bout du tunnel. On est au bout du tunnel. Voilà. Donc, très bientôt, la paix elle va revenir. Va revenir. Parce qu'au moins, le discours désormais de la RDC est entendu aussi dans les salons diplomatiques, au niveau interne, même au niveau international. On sait. Il n'y a que peut-être les Congolais de mauvaise foi et les Congolais de très mauvaise qualité qui ne peuvent pas admettre que nous sommes agressés par le Rwanda. Parce que même lui-même, le Rwanda, même les Rwandais, les vrais Rwandais, ils sont conscients que nous agressons. Notre pays agresse la RDC. Ils sont conscients. Maître Mbaou, comment qui occupe Uvira aujourd'hui? Uvira, depuis la semaine passée, vous le savez mieux que moi, que les agresseurs avaient occupé, donc, les forces négatives, le M23 avec, les autres là, comment ils s'appellent? Jean Denang, AFC, ils occupent. Mais entre-temps, les États-Unis ont haussé les tons. Nous apprenons, même ce matin, moi, j'ai eu à avoir un échange avec quelques personnes qui disent, même pas aujourd'hui, même hier, nous avons suivi la société civile qui a déclaré que ils étaient en train de quitter. Mais là, on est aussi dubitatif. On est dubitatif sur le fait que est-ce réellement ils sont en train de libérer Uvira, de quitter Uvira, comme ça a été le vœu de tout le monde, ou bien ils font semblant de quitter tout en se organisant. C'est là que j'en appelle à la vigilance de tous les Congolais pour vraiment barrer la route à ces malfrats. À ces malfrats, voici la réaction de Martin Fayulu. Il dit ceci: dans l'accord de Washington, M. Tshisekedi a été piégé. On tente de présenter le Rwanda comme victime alors que c'est lui qui a agressé la RDC. Et c'est la population congolaise qui en paie le prix entre morts, déplacés et réfugiés. Gardons le regard sur l'essentiel, le dialogue. Ça, c'est M. Fayulu. Est-ce que je peux épouser son point de vue? Allez-y, c'est lui-même. Je ne peux pas épouser son point de vue. S'il lui pense que c'est seulement le dialogue qui va résoudre tout, je ne pense pas. Il dit qu'il je sais que piégé. Non. Kagame a piégé le président Tshisekedi. Moi, je ne fais pas la lecture de cette manière-là. Je peux comprendre que mon vieux Martin, il est outside et il veut rentrer. Et la belle manière pour rentrer, c'est de faire le dialogue. Tous les dialogues qu'on a eu. Il veut entrer où? Mais après le dialogue, il veut quoi? Qu'on partage le pouvoir, qu'il entre. Ce n'est pas aussi mauvais s'il peut entrer. Lui dit dialoguer pour trouver la solution au problème, pas pour intégrer le gouvernement. L'une des solutions à trouver, c'est-à-dire c'est aussi le partage du pouvoir pour que lui aussi entre. C'est ça? Non, il ne dit pas ça. Lui dit, je réfléchis aussi comme lui. Oui. Parce que lui dit que l'une des solutions, c'est de dialoguer à l'interne. Donc, entre-temps, on dialogue, qu'on ne puisse pas riposter, qu'on ne puisse pas sécuriser le pays, mais entre-temps, on dialogue et on se partage le pouvoir. Après, nous allons nous occuper de ça. Dans tous les cas, c'est son point de vue. Moi, je ne suis pas Martin Fayulu, mais je considère tout simplement que lui, étant un opposant, il aurait dû peut-être proposer des solutions avant la signature de cet accord. Parce qu'il y avait bien entendu un draft. Il pouvait dire non à tel endroit. Donc, une opposition constructive. Pas une opposition qui vient seulement parce que tout est par terre. Maintenant, voilà. Non, mais c'est notre pays. Vous pensez que ces gens-là viennent ici, ils renversent le pouvoir et ça sera l'avantage de qui? Mais ça sera l'avantage de qui? Est-ce que dialoguer ne peut pas résoudre le problème?
Je vous ai dit que le dialogue est dans l'ADN de Congolais et des Africains. Donc, c'est là que mène l'arbre à palabre. S'il y a des problèmes, on peut toujours se mettre ensemble pour parler. Mais entre-temps, parce que vous parlez de dialogue, celui qui doit convoquer le dialogue l'avait déjà dit. Lors du congrès de l'Union sacrée, nous avons suivi le chef de l'État dire que je suis pour le dialogue, mais qui sera convoqué par moi, mais pas un dialogue qui va être convoqué suivant une feuille de route provenant, je ne sais pas, d'X ou Y. Bon, il y aura dialogue alors. Vous pensez qu'il y aura dialogue? S'il y a dialogue, dans tous les cas, moi, qui suis-je pour interdire un dialogue? Est-ce que vous êtes pour? Mais si le dialogue est convoqué, nous verrons. Mais dans tous les cas, pour moi, je pense qu'il faut d'abord mettre fin à cette guerre. Jean-Marc Aboun dit ceci: nous n'allons pas négocier avec Paul Kagame et ses supplétifs de l'AFC M23. Voici ce qu'il dit. Hier, c'était: nous n'allons pas négocier avec Paul Kagame et ses supplétifs de l'AFC M23. Les fanatiques applaudisseurs avaient fait de cette roublardise un symbole de patriotisme. Aujourd'hui, après avoir signé un accord avec Paul Kagame et engagé des discussions avec ses supplétifs, on nous sert, il n'y aura ni mixage, ni brassage. De qui veut-on se moquer? Alors, qu'est-ce qu'il lui propose dans ça? Non, suivant son argumentaire, sur ses idées, il dit ceci. Hier, c'était: on ne va jamais dialoguer avec le Rwanda et ses supplétifs. Ouais. C'est vrai, non? Ouais. Mais on a fini par dialoguer avec eux. Mais c'était à la recherche de quoi? Non, ceci. Non, nous sommes en train d'analyser le raisonnement de Jean-Marc Aboun. Est-ce qu'il y a contradiction, oui ou non? Je ne vois aucune contradiction, d'autant plus que nous sommes à la recherche de la paix. Est-ce pour autant qu'on a bradé la République? Quand on dit hier, on ne va jamais. Aujourd'hui, on négocie. Il y a contradiction ou pas? Je dis que si lui, Jean-Marc Aboun, le nombre de morts qu'on enregistre minute après minute dans la partie orientale de notre pays, si c'est là, ça lui fait la joie, donc je suis désolé. Est-ce qu'il a dit cela? Il a dit simplement que mais les autorités de Kinshasa... Je parle de son raisonnement. Je parle de son raisonnement. On ne va pas négocier avec les pantins, comme il a dit. Oui, bien sûr, on a négocié avec celui qui trouble la République, qui est Paul Kagame. Le chef disait, on va se rencontrer, lui et moi, au ciel, qu'on se rencontrera qu'au ciel. Je vous ai dit que le chef l'a dit. Oui. Il l'a dit, c'était à un moment, à une époque, mais le chef a varié son discours, c'est aussi une époque. Mais dans tout ça, ça a été motivé par quoi? Il est à la recherche de la paix. Donc, il faudrait pas qu'on se voie la face. Nous sommes à Kinshasa, nous mangeons. Nous buvons. Parfois, on a le temps d'aller dans des salles de fête. Ce n'est plus le cas avec nos frères qui sont de l'autre côté. Peut-être que nous voyons la guerre dans des films. On s'imagine qu'est-ce que cela représente. Mais ceux qui vivent cela dans leur corps, dans leur âme, ceux qui ont perdu les leurs, ils ne peuvent pas tenir un tel langage. Et c'est irresponsable. Monseigneur, le cardinal Fridolin Ambongo dit ceci. Si on avait accepté de négocier depuis la prise de Bunagana, on aurait évité autant de morts qui sont venus juste après. Est-ce que peut-il, lui, le pasteur, peut-il avoir le courage de nous dire qui agresse la RDC? Vous me posez la question. Oui, je vous repose la question. Je suis en train d'analyser son raisonnement. Commentez d'abord ce que lui dit. Qu'est-ce que vous pensez de ce que lui dit? Je pense simplement que nous avons un pasteur. Depuis qu'il est pasteur, il ne s'est jamais préoccupé de ce peuple-là et il n'a jamais condamné le Rwanda comme font les autres, que c'est lui qui nous agresse. Mais par contre, nous avons simplement entendu qu'il a été chez l'agresseur et que c'est cet agresseur qui avait financé, n'est-ce pas, son séjour. Non, cette information avait été démentie complètement. Mais ça a été démenti comment? Nous avions suivi tous. Il a
Ils ont démenti. Ils ont démenti. Ils ont dit que c'était une mauvaise compréhension. Hein. Lequel est alors la bonne compréhension? Le Rwanda n'a jamais financé. Mais au moins, ils ont été chez l'agresseur. C'est que, oui, ils ont été au Rwanda, ils ont été en Ouganda, ils ont été en Angola, ils ont été au Kenya. Et la résolution, c'était quoi? Voilà, là, vous me posez des questions, Maître Mbao. Non, je ne vous pose pas la question. Nous sommes dans le raisonnement du cardinal. Dans tous les cas, je suis un fils d'un pasteur. Je n'en veux pas à un père. Mais seulement, nous constatons simplement que le père, notre père spirituel, il a sa ligne de conduite. Espérons que c'est ça sa prophétie. Mais toute prophétie, on ne peut pas dire amen à une prophétie, mais si c'est parce que la Bible elle-même dit en ce qui concerne la prophétie, il faut l'examiner. Examiner une prophétie, c'est-à-dire quoi? Ça signifie qu'il faut analyser. Il faut critiquer cette prophétie. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, tous nous disons amen. Alors, si son raisonnement peut être considéré comme étant une prophétie, et là, moi je me dis, mais fondant sur ce verset biblique-là, que nous pouvons examiner cela. Nous pouvons analyser. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de Congolais font. Ils examinent ses propos. Ils analysent ses propos. Ils critiquent aussi ses propos. Maître Mbao, Moïse Katumbi de son côté également, hein, il est vraiment parmi ceux qui pensent qu'il faut finalement aller à un dialogue. Parce que selon lui, le pays est dans une impasse. La situation est bloquée. Dans la partie orientale, la guerre s'enlise. Partout, la souffrance du peuple s'aggrave. La vraie solution n'est ni militaire, ni exclusivement diplomatique, elle est politique. Elle passe par un dialogue intercongolais inclusif, sincère et courageux, traitant des causes profondes de la crise. La rendre possible est la première mission du nouveau directoire d'ensemble de Moïse Katumbi. Katumbi, Fayulu, Kabund, Sesanga, les pères de l'église. Voici autant de composantes qui proposent un dialogue entre Congolais. Bon, je vous ai dit tantôt que je n'étais pas opposé à un dialogue, encore que je n'ai pas qualité d'en convoquer. Je ne suis pas opposé à un dialogue. Mais je vous dis aussi que celui qui a qualité et compétence de convoquer ce dialogue-là avait dit qu'il convoquerait un dialogue selon lui, pas selon les dictats ou selon les pressions extérieures quelconques. Mais les autres disent que... Alors, c'est ce que j'ai dit justement. Oui. Et pense Katumbi, lui, se focalise, il parle que le dialogue est une voie par excellence pour sortir de cette impasse. Il n'est pas le seul. Il exclut. Il n'est pas le seul. Il exclut l'option diplomatique, l'option militaire, l'option politique. Et maintenant, le dialogue, là, a quel caractère? Maître Mbao. Le dialogue que lui, laquelle, parce que c'est vous qui avez lu, hein, sa citation. Lui dit et il dit que l'option politique, l'option diplomatique, l'option militaire, c'est à mettre de côté. Il faut un dialogue sincère pour dénicher les causes profondes et se regarder en face et parler du Congo. Très bien. Mais j'ai dit que le dialogue qui sera convoqué là, il aura quel caractère? Vous êtes pour ou contre? J'ai dit tout à l'heure que je ne suis pas opposé à ça, encore que je n'en ai pas qualité pour en convoquer. Hein? Très bien. Maître Mbao, on va avancer. On va avancer avec un autre volet de cet accord de paix, le volet économique, accord de Washington. Quelques mots simplement, pas aller dans les détails, quelques mots simplement. Donald Trump dit avoir eu une part importante des minerais au Congo. Ils vont faire du business. C'est tout Donald Trump qui le dit, de sa bouche. Ma réaction est... Votre réaction? Ma réaction, elle est toute simple. Est-ce que c'est mauvais de conclure de partenariats économiques qui sont qui profitent aux deux partenaires, c'est-à-dire aux deux peuples? Je ne pense pas. Et
ce qui est important, selon ma lecture, ce qui est important dans ça, c'est que les investissements américains vont apporter des capitaux et cela, ça va générer aussi beaucoup d'emplois pour les Congolais. C'est d'un côté, mais de l'autre côté, vous parlez pour que ceci soit effectif, il faudrait que la paix et la paix durable. Il y a contradiction entre ce que vous dites et ce que Trump dit. Non, vous parlez d'un partenariat gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas ce que Trump dit. J'ai dit, non, moi Trump dit, nous aurons des minerais du Congo. Oui, mais c'est justement ça. Au moins, ils viennent par la grande porte. À la différence de ceux qui viennent spolier. Je vous ai dit que la guerre qui nous est imposée, c'est une guerre de ces minéraux-là. Il dit, nous viendrons prendre. C'est ce que Trump a dit. Il ne vient pas prendre. On vient prendre. Non, il ne vient pas prendre comme s'il venait confisquer. Vous avez relevé le fait qu'il y a eu un accord économique qui a été signé entre nous et les États-Unis. Ça signifie que c'est dans ce cadre-là qu'ils viendront prendre ces minéraux. Et c'est là que moi j'ai dit, comment est-ce qu'ils viendront prendre? Ils viendront installer les industries, les sociétés, les compagnies ici, et ils ne viendront pas avec toute la main-d'œuvre américaine. Ils vont prendre les Congolais qui vont travailler, qui vont quand même aussi bénéficier de cela, même dans l'hypothèse où ils prendront la grosse part, mais au moins le Congolais va se retrouver. Ça, c'est un point capital, c'est un point positif. Mais aussi, messieurs, dames, mais aussi, c'est qu'ils viennent par la grande porte. On sait qu'ils sont là, ils sont installés à tel endroit, ils travaillent, ils font ceci, cela. Que de le faire en catimini et apporter finalement la guerre qui vient tuer nos mamans, nos jeunes filles violentées, et tout. C'est ce qui est marrant, ce n'est pas bon. Rien. Mais Maître Mbaou, voilà. On va prendre le deuxième volet de l'émission. L'année 2025. On va finir par là. Comment trouvez-vous l'année 2025 pour le peuple congolais? Est-ce que la nation a-t-elle été mieux gérée en 2025 sincèrement qu'en 2024 ou 2023? Sincèrement, permettez-moi avant d'abord d'évoquer quelques aspects de ce bilan, permettez-moi de vous dire une chose, c'est que ce pays, c'est un pays non seulement qu'il est béni par Dieu, mais c'est un pays qui est protégé par Dieu. Et la symbolique qui avait été faite par le chef de l'État en consacrant protégé cette nation... par Dieu, mais des millions de morts. Excusez-moi. Allez-y. Je suis en train de construire l'argument. La symbolique qui avait été faite par le chef de l'État en consacrant cette nation à Dieu, c'est ce qui a fait que notre pays soit jusqu'ici protégé. L'année 2025, pour revenir à votre question, en termes de bilan, en ce qui me concerne, c'est un bilan pas totalement bien. Pourquoi? Parce que il vous souviendra que c'était pratiquement après les fêtes de la bonne année de l'année passée que Goma a été tombé entre les mains de rebelles. Ça fera bientôt une année. Hein. Je ne parle pas de Bunagana qui avait été déjà, je parle de Goma. Donc cette situation a pratiquement paralysé toutes les activités. Et cette situation, vous voyez, la République c'est comme un corps. C'est tout un corps. Lorsque vous avez mal à la tête, donc les autres membres du corps ne peuvent pas fonctionner. Vous avez même mal à l'orteil, donc les autres membres ne peuvent pas fonctionner. Aussi longtemps que la RDC, dans sa partie Est, nous avons ce problème-là, eh bien, on ne peut pas dire que tout a été bien. Mais bien entendu, d'un côté, il y a eu la guerre qui continue à nous faire mal. Il y a des morts que nous sommes en train d'enregistrer, des violations des droits de l'homme, des déplacements internes. Et tout ce flux-là... Là, c'est l'aspect négatif du bilan. Oui, bien entendu, qui est le corollaire même de cette guerre. C'est la conséquence de cette que la guerre nous a amené fait en sorte que nous ne puissions pas tellement. C'est le point faible de ce bilan, hein, une année après. Je suis en train d'y aller.
À côté de ces faiblesses, bien entendu, qui sont dues aux méfaits de la guerre, il y a eu quand même de bonnes choses qui ont été réalisées. Tel que? Vous avez suivi dans les discours sur l'état de la nation, prononcé par le chef de l'État. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été réalisées. Tel que? Il y a des routes qui sont en train d'être refaites. Quelle route? Parlons d'abord de la ville de Kinshasa quand même. Oui, allez-y. Des routes sont en train d'être faites. Quelle route? Regardez, vous voyez, lorsque vous êtes sur le boulevard du 30 juin ici, la route TZF, la route, c'est quoi là, Colonel Ebeya. Vous parlez du béton. Pas des routes. Du béton qu'on place sous les routes? Oui, mais ça n'a pas existé il y a des années. Vous parlez... rouler sur ces routes-là, ce n'était pas aussi bien. Vous parlez du béton? Oui, mais c'est du béton. Ça n'a pas existé quand même. Reconnaissons qu'à côté de faiblesses, il y a eu quand même des points forts. Parce que ce sont des œuvres humaines. Vous êtes fier de Daniel Bumba? Il faut aussi dire que Daniel Bumba n'est pas un dieu pour que vous puissiez vous attendre à tous les miracles. Vous êtes fier de lui? Il fait ce qu'il peut. De sa gestion. Il fait ce qu'il peut. Et il continue à le faire. Il faut tout. Il fait mieux que... C'est là que j'ai dit. Il fait mieux que Ngobila. Nous ne sommes pas dans la comparaison. Il fait mieux que Ngobila. Même à l'époque d'Ngobila, vous aviez posé cette question. C'est-à-dire que ce sont des personnes. En tant que personnes, ils ont aussi leurs limites. Mais il faut noter que il n'y a pas que des faiblesses. Mais le chef de l'État lui-même doit brandir. C'est normal. Dans son discours. Oui, je sais qu'il a parlé des embouteillages, je sais qu'il a parlé de salubrité, je sais qu'il a parlé de Koulouna, et tout ça, ce sont des défis. Kinshasa est trop sale. Oui, bien sûr. La capitale, l'une des villes les plus sales du Congo. Vous partagez ça? Kinshasa, c'est l'une des villes les plus sales de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes du même avis? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je pose la question. Bien entendu, mais nous parlons. Ici, on essaie un peu de parler. Ça vient de vous pour que je réponde, ou bien ça vient de quelqu'un d'autre? Non, c'est une question. Si ça vient de vous. C'est ma question, maître. Ah, c'est votre question? Oui. Bon, alors on constate. Pardon? On constate sans dire que c'est une des villes les plus sales. Constatons seulement. Maître Georges Mbaou, à part la situation sécuritaire, qu'est-ce qui n'a pas marché d'autre? Vous comprendrez que la sécurité tient en état le développement de ce pays. Oui, on a parlé de la sécurité. C'est ce que j'ai dit. Oui. Mais à côté du volet sécuritaire, je vous ai dit qu'il y a quand même de bonnes choses qui ont été réalisées. J'étais en train de parler des infrastructures routières. Lorsque vous partez à Kananga, Kalamambouji, il y a des routes qui sont en train d'être faites. Et lorsque vous êtes Chikapa, le tronçon qui va jusqu'à Kananga, il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Lorsque vous êtes dans le Katanga, en quittant pour Mitoba vers le Manono, il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Lorsque vous êtes dans les détournements, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Les détournements. Laissez-moi d'abord vous énumérer des choses des progrès. Parce que lorsque vous allez à la pompe, oui. Parce qu'il n'y a pas que la guerre. Quand vous parlez de laissez-moi construire. Laissez-moi d'abord construire. Tout à fait. Non, laissez-moi d'abord construire. Oui. À côté des détournements, il y a aussi de bonnes choses qui sont faites. Ah bon? Et je ne dis pas que je suis en train je ne vous donne pas l'impression, ou je ne dis pas que j'encourage le détournement. Étant donné que le détournement, c'est un acte qui est érigé en infraction. Il y a des institutions qui sont habilitées à réprimer cela. Mais je dis simplement que, sur le plan, par exemple, de volet économie, il y a la stabilité. Mais quand une personne dit laissez-moi, l'argent, je suis en train d'énumérer quand même les points. Je vous mets l'eau au moulin. Je vous mets de l'eau au moulin, maître. Allez-y. Quand un ancien ministre dit publiquement que l'argent des projets, avant même qu'il ne soit donné aux prestataires, on se partage cet argent-là. Et ce monsieur-là il n'est pas inquiet.
par la justice. Comment vous... Maintenant, Dan, cela peut être compris comme une faiblesse. Mais entre toi et moi, qui est censé s'occuper de ces cas-là? N'oubliez pas que nous sommes dans un régime de séparation. N'oubliez pas que nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Ok. Il y a le pouvoir judiciaire. Qui est malade. Je ne sais pas s'il est malade, mais il doit s'occuper de ces cas-là. Vous êtes avocat, maître. Je suis un avocat, bien sûr, mais j'ai dit qu'il y a un pouvoir judiciaire qui est censé s'occuper de ces cas-là. Encore que pour le commun des mortels, lorsque la justice se mêle d'une affaire, après ces analyses, il trouve qu'il n'y a pas d'indice sérieux de culpabilité qui pèse sur cet individu. Et la conclusion, il classe le dossier. Et on va crier. La justice est corrompue. Donc, il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup. Qu'on doit faire avec nous. Et pour nous, peuple congolais, et même pour nos dirigeants, parce que parfois, le peuple n'arrive pas à comprendre quel est le rôle qu'il est appelé à jouer dans la société. Merci beaucoup, Maître Georges Mbaou, excusez-moi. Maître Georges Mbaou, je connais bien papa Joseph Mbaou, que je salue, de là où il est. C'est pourquoi ça me revient souvent, désolé. Maître Georges Mbaou, alors, dernière question pour clore. Si vous étiez conseiller du chef de l'État, bon, on va pas citer le secteur, quel conseil donneriez-vous au chef de l'État aujourd'hui dans sa gouvernance? Qu'est-ce qu'il doit améliorer? Par exemple, se référant en 2025, 2026 commence bientôt. Qu'est-ce qu'il devra corriger? Si vous étiez conseiller du chef de l'État. Est-ce que avant de répondre à votre question. Pour finir. Oui, pour finir. Est-ce qu'on s'est mis d'accord qu'il y a de bonnes choses qui ont été réalisées, quoique nous soyons agressés par le Rwanda, mais il y a eu quand même des réalisations. Je vous ai dit que si vous allez à la pompe, à la station, vous allez trouver que le prix du carburant a baissé. Je vous ai dit que depuis maintenant bientôt 3 mois, on a stabilisé quand même les dollars. Tout au début, on pensait que c'était seulement de la farce, que ça n'allait pas, mais aujourd'hui, le peuple s'y habitue déjà. C'est-à-dire qu'il y a quand même, à côté de la guerre, il y a eu quand même de bonnes choses qui ont été réalisées. Alors, pour revenir à votre question, si j'étais conseiller du chef d'État, qu'est-ce que je lui aurais demandé d'améliorer? C'est de renforcer la sanction. De renforcer la sanction. La sanction ne doit pas être comprise seulement dans un sens négatif. Celui qui fait bien le travail doit être sanctionné positivement, et celui qui ne fait pas bien le travail doit aussi être sanctionné négativement. C'est-à-dire la sanction, la force de la sanction aux gens à qui il a fait confiance dans leur manière de faire le travail, dans l'accomplissement de leurs charges, qui est vraiment une sévérité dans la manière d'agir. Excusez-moi, une toute dernière question qui me revient encore. Excusez-moi, je crois que on a fini. Oui. Est-ce qu'on devra organiser les élections dans ce contexte aussi, parce que le professeur Paul Chilumbu disait que aussi longtemps qu'il y a la guerre, pas d'élection. Mais je pense que l'honorable Paul Chilumbu, ça c'est son point de vue. En ce qui me concerne, moi, je sais que lorsque il y a des conditions qui ne permettent pas, nous sommes en guerre, papa, il ne faut pas qu'on se voie la face, hein. Nous sommes en guerre. On ne va pas faire des élections seulement pour Kinshasa. Entre-temps, c'est vrai, vous allez dire que les élections passées, on a fait Sambunagana. Mais, maintenant, là, c'est pratiquement tout l'Est. Et vous allez faire, donc vous voulez dire, lorsque vous faites des élections, ça veut dire que vous avez consacré la balkanisation. Je suis aussi de ceux qui pensent que on doit d'abord en finir avec l'insécurité, la guerre, et organiser les élections. Est-ce que les élections sont une priorité? Je ne pense pas. À mon avis, je ne trouve pas que les élections. Qu'est-ce que les élections viendront faire? Ils vont résoudre quel problème? Les élections. Parce que nous venons des élections. Le président a été élu. Les institutions qui sont là sont des institutions démocratiquement sont inutiles dans ces contextes-ci. Elles ne sont pas inutiles, mais elles ne sont pas nécessaires pour maintenant. C'était Maître Georges Mbaou, analyste politique,
avocat au barreau du Haut-Katanga. Merci. Merci, cher Dan. Merci aussi à l'équipe qui m'a permis de vous présenter cette émission. Monsieur Gaëtan et Monsieur Johan qui étaient derrière la caméra. Merci à vous. Merci à tous les téléspectateurs de l'émission Entre les lignes. On s'arrête là pour aujourd'hui. Au revoir.